Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer l'univers glaçant des tueurs en série qui croupissent actuellement en prison en 2024. Ces criminels notoires, dont les noms nous font encore frissonner, ont été enfermés, mais leurs actes odieux continuent de hanter notre mémoire collective. Des méthodes tordues de Dennis Rader, également connu sous le nom de tueur BTK, aux actes sadiques d'autres tueurs en série notoires, nous vous proposons un aperçu complet de leurs crimes, de leurs condamnations et de leur lieu d'incarcération actuel. Edmund Kemper. Tout d'abord, nous nous penchons sur la vie et les crimes de l'un des tueurs en série les plus célèbres d'Amérique, Edmund Kemper. De son enfance troublée aux meurtres brutaux qui ont choqué la nation, l'histoire de Kemper vous laissera songeur quant à la profondeur de la dépravation humaine. L'histoire d'Edmund Kemper commence le 18 décembre 1948 à Burbank, en Californie. Dès son plus jeune âge, Edmund Kemper fait preuve d'un comportement troublant qui laisse entrevoir les ténèbres qui sommeillent en lui. Mais c'est sa relation tumultueuse avec sa mère, Clarnell Elizabeth Kemper, qui va façonner son chemin tortueux. La mère de Kemper, une alcoolique qui souffrait peut-être d'un trouble de la personnalité limite, a été une source constante de troubles dans sa vie. Elle reprochait à son père, Edmund Emil Kemper II, son travail subalterne d'électricien et refusait de dorloter son fils, craignant qu'il ne devienne homosexuel. Dans cet environnement turbulent, les fantasmes sombres de Kemper ont commencé à s'installer. Les premiers signes que quelque chose ne tournait pas rond chez Kemper sont apparus lorsqu'il a assassiné ses deux grands-parents à l'âge de 15 ans, le 27 août 1964. Après les meurtres, Kemper a appelé sa mère et a tout avoué. Il a ensuite été envoyé à l'unité des aliénés criminels de l'hôpital d'État d'Atascadero, où les médecins ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïaque. Le jour de son 21e anniversaire, en 1969, Kemper sort de l'hôpital. Après sa sortie de l'hôpital, Kemper est retourné vivre avec sa mère, Clarnell. C'est à cette époque que ses désirs tordus commencent à le consumer. Kemper, qui mesure un imposant 6 pieds 9 pouces et pèse 300 livres, a commencé à prendre pour cible de jeunes autostoppeuses et à les assassiner. Dans une démonstration effrayante de sa dépravation croissante, Kemper a tourné son attention vers sa propre mère, Clarnell, à qui il en voulait depuis des années. Le 20 avril 1973, Kemper a frappé sa mère à mort avec un marteau à griffes pendant qu'elle dormait. Il l'a décapitée et s'est livré à des actes innommables avec sa tête coupée. La profondeur de sa dépravation n'avait pas de limite, puisqu'il utilisait sa tête comme une cible de fléchettes, criant dessus pendant 1 heure d'affilée. Accablé par le poids de ses crimes, Kemper décide de se rendre à la police. Au début, les policiers sont sceptiques, incapables de croire que le gentil géant connu sous le nom de Big Ed puisse être capable d'actes aussi odieux. Mais lorsque Kemper commence à décrire les détails de ses crimes, ils réalisent qu'ils sont face à un véritable monstre. Le procès a captivé la nation, car les détails choquants des crimes de Kemper ont été mis à nu. Le jury, confronté à des preuves accablantes, l'a reconnu coupable de 8 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. En raison de la suspension de la peine de mort, en Californie à l'époque, Kemper a été condamné à 8 peines de prison, à perpétuité concomitante. Les demandes de libération conditionnelle de Kemper ont été rejetées à plusieurs reprises et il reste incarcéré à l'établissement médical de Californie à Vacaville. Dennis Rader. Dennis Rader, un père de famille, un fonctionnaire et un dirigeant d'église apparemment ordinaire, a réussi à se fondre dans sa communauté et à éviter d'être repéré pendant des années alors qu'il commettait une série de meurtres brutaux. Ses méthodes tordues et ses désirs sadiques répondaient à ses fantasmes les plus sombres. Le règne de terreur de Rader a commencé le 15 janvier 1974, lorsqu'il a brutalement assassiné 4 membres de la famille Otero. Joseph et Julie Otero, ainsi que 2 de leurs jeunes enfants, ont été victimes des désirs sadiques de Rader. Il s'est introduit dans leur maison de l'Est de Wichita après avoir coupé une ligne téléphonique et a commencé à étrangler les propriétaires. Les corps ont été découverts par les enfants Otero à leur retour de l'école. La victime suivante de Rader est Catherine Bright, une collègue de travail de la société d'équipement Coleman. Le 4 avril 1974, Bright et son frère Kevin rentrent chez eux et trouvent Rader en train de les attendre avec une arme. Kevin a miraculeusement survécu à une balle dans la tête, mais il n'a pas pu sauver sa sœur, que Rader a poignardée à mort. Alors que Rader poursuivait sa folie meurtrière, il narguait la police et les médias par des lettres et des appels téléphoniques. Dans une lettre, il se présentait sous le nom de BTK, qui signifiait Bind, Torture, Kill. Ces communications contenaient des détails sur ses crimes et sa signature sexuellement suggestive. Le désir de Rader d'attirer l'attention s'est finalement avéré être sa perte. Après une période de silence, il a refait surface en 2004, envoyant des lettres et des preuves aux médias. Cela a donné aux enquêteurs l'ouverture dont ils avaient besoin pour résoudre l'affaire et traduire le tueur en justice. Le 25 février 2005, le règne de terreur de Rader a pris fin. Alors qu'il rentrait du bureau pour déjeuner avec sa femme, il a été arrêté par une file de voitures de police qui le suivaient et placé en garde à vue.
Confronté à des preuves ADN, Rader a avoué les 10 meurtres dont il était accusé. Lors de son arrestation, il a fait preuve d'une absence totale de remords ou d'empathie, appréciant même ce qu'il croyait être une séance de rapprochement avec les agents des forces de l'ordre. L'audience de détermination de la peine, qui s'est déroulée le 18 août 2005, a été une expérience éprouvante pour toutes les personnes impliquées. En fin de compte, Rader a été condamné à 10 peines consécutives de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. C'est ainsi que Dennis Rader, le tueur de BTK, a été escorté à la prison d'El Dorado, au Kansas, le 19 août 2005, pour commencer à purger sa peine. Son règne de terreur a pris fin, mais l'impact de ces crimes odieux entra à jamais la mémoire des personnes concernées. David Berkowitz. Dans les bas-fonds de la ville de New York, un sinistre personnage est apparu au cours de l'été 1976. Il s'appelait David Berkowitz, mais il sera bientôt connu sous un nom plus effrayant, le fils de Sam. Pour comprendre la profondeur de sa dépravation, il faut d'abord se plonger dans son passé trouble et ses débuts. David Berkowitz, qui s'appelait à l'origine Richard David Falco, est né à Brooklyn, dans l'État de New York, en 1953. Ses parents, célibataires et incapables de s'occuper de lui, ont pris la difficile décision de le faire adopter. Il est recueilli par la famille Berkowitz et reçoit un nouveau nom, David Berkowitz. Dès son enfance, il était clair que Berkowitz avait un penchant pour la violence. Il se livrait à des actes de vol, de destruction de biens et même de cruauté envers les animaux. Au cours de l'été 1976, la ville de New York est devenue le terrain de chasse d'un tueur au sang-froid. David Berkowitz, désormais connu sous le nom de Son of Sam, s'est lancé dans une série de meurtres qui a paralysé la ville. Armé d'un revolver de calibre 44, il s'en prend à de jeunes innocents, frappant au hasard et laissant dans son sillage une traînée de dévastation. Berkowitz traquait les rues du Queens et du Bronx à la recherche de jeunes sans méfiance pour assouvir ses sombres désirs. La police de New York a reçu une série de lettres du fils de Sam, toutes plus effrayantes les unes que les autres. Dans ces lettres, Berkowitz se disait possédé par une force démoniaque, poussé à tuer par les ordres d'un labrador noir nommé Sam. Les lettres étaient remplies de divagations sur la soif de sang et la soif insatiable de violence. Berkowitz les signait de son infâme pseudonyme, le fils de Sam, un nom qui restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire du crime. La série de meurtres du fils de Sam prend enfin fin le 31 juillet 1977. Le jour de son arrestation, la police reçoit une information cruciale d'un témoin qui a vu un homme suspect près de l'une des scènes de crime. Le numéro de la plaque d'immatriculation est celui de David Berkowitz, un postier de 24 ans. En s'approchant de son appartement de Yonkers, ils ne se doutent pas de ce qu'ils vont découvrir. Dans l'appartement de Berkowitz, la police a découvert une collection de preuves qui fait froid dans le dos. Ils ont trouvé un fusil, un sac de sport rempli de munitions, des cartes des lieux du crime et une autre lettre destinée aux autorités. Le procès de Berkowitz a été un véritable spectacle médiatique, attirant l'attention du monde entier. En fin de compte, Berkowitz a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à 6 peines de 25 ans à perpétuité et est actuellement incarcéré à la Shawangunk Correctional Facility de Wallkill, dans l'État de New York. Kristen Gilbert. Kristen Gilbert, née le 13 novembre 1967, semblait être une femme ordinaire de l'extérieur. Mais, sous sa façade innocente, se cachaient des ténèbres qui allèrent finir par la consumer. La carrière de Kristen Gilbert au Veterans Affairs Medical Center de Northampton, dans le Massachusetts, semblait prometteuse au départ. Mais derrière sa façade angélique, une force sinistre était à l'œuvre. Gilbert a rejoint le personnel du Veterans Affairs Medical Center en 1989, où elle a rapidement attiré l'attention sur le nombre élevé de décès survenus sous sa surveillance. Cependant, ses collègues n'y voient qu'une coïncidence et l'appellent en plaisantant « l'ange de la mort ». Ils étaient loin de se douter de la vérité qui se cachait derrière ce surnom. La méthode de Gilbert était à la fois calculée et intraçable. Elle provoquait l'arrêt cardiaque de ses patients en injectant dans leur poche de thérapie intraveineuse des doses mortelles d'épinéphrine, communément appelée adrénaline. En tant qu'infirmière, elle avait facilement accès à ce médicament et le stimulant cardiaque ne laissait aucune trace. Après avoir injecté ses victimes, Gilbert répondait à l'urgence codée, souvent en réanimant elle-même les patients. Elle renforçait ainsi sa réputation d'infirmière compétente et attentionnée, tout en dissimulant ses véritables intentions. Ce n'est qu'en 1996 que 3 infirmières ont finalement fait part de leurs préoccupations concernant l'augmentation du nombre de décès par arrêt cardiaque et la diminution de l'approvisionnement en épinéphrine. Une enquête a été ouverte et le sombre secret de Gilbert était sur le point d'être révélé. Désireuse de faire dérailler l'enquête, Gilbert a téléphoné pour lancer une alerte à la bombe, dans l'espoir de détourner l'attention de sa propre personne, mais ses actions n'ont fait qu'intensifier la surveillance.
Face à la montée des soupçons, Madame Gilbert a quitté l'hôpital en 1996, alors que l'enquête sur les décès suspects de patients survenus pendant ses gardes se poursuivait. Mais son règne de terreur était loin d'être terminé. En janvier 1998, Gilbert a été jugé pour avoir lancé une alerte à la bombe afin de se venger de ses collègues et de son ancien petit ami, James Perrault, qui travaillait également à l'hôpital. En avril 1998, elle est reconnue coupable de ce crime, mais ce n'est que le début de ses batailles juridiques. Des membres du personnel de l'hôpital VA ont émis l'hypothèse que Gilbert aurait pu être responsable de plus de 350 décès et de plus de 300 urgences médicales. Le 14 mars 2001, un jury fédéral a rendu son verdict. Gilbert a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, d'un chef d'accusation de meurtre au second degré et de 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Le 27 mars 2001, le juge a officiellement condamné Gilbert à 4 peines consécutives de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, plus 20 ans. Elle a été transférée d'une prison pour femmes à Framingham, dans le Massachusetts, à FMC Carswell à Fort Worth, au Texas, où elle est toujours incarcérée à ce jour. Charles Cullen. Dans les annales de l'histoire criminelle, peu de noms frappent le cœur des gens comme celui de Charles Cullen. Né dans le New Jersey en 1960, Cullen a vu sa vie basculer lorsqu'il s'est lancé dans une carrière d'infirmier, profession qui allait devenir la toile de fond de ses crimes effrayants. Le règne de terreur de Cullen s'est étendu de 1988 à 2003, période pendant laquelle il a travaillé comme infirmier dans plusieurs centres médicaux du New Jersey. Derrière sa façade apparemment bienveillante, Cullen cachait un sinistre secret. Il a avoué avoir assassiné jusqu'à 40 patients, bien que le nombre réel puisse être beaucoup plus élevé, atteignant peut-être le chiffre stupéfiant de 400 victimes. Son arme de prédilection était la digoxine, un médicament utilisé pour traiter les maladies cardiaques. Cullen administrait des doses mortelles de digoxine, déguisant souvent les meurtres en mort naturelle. Mais ses crimes ne s'arrêtèrent pas là. Il injectait également dans les poches salines des patients des quantités mortelles d'insuline et d'autres médicaments, laissant dans son sillage une traînée de dévastation. Malgré les soupçons et les enquêtes menées tout au long de sa carrière, ce n'est qu'en 2003 que le règne de terreur de Cullen a pris fin. Le décès d'un patient, Florian Gall, a mis la puce à l'oreille et a permis de découvrir que Cullen administrait de la digoxine sans autorisation. En décembre 2003, il a finalement été appréhendé et traduit en justice. L'arrestation de Charles Cullen en décembre 2003 a marqué le début d'une enquête minutieuse sur l'étendue de ses crimes. Au fur et à mesure que les enquêteurs s'enfonçaient dans le sombre passé de Cullen, ils découvraient un réseau de tromperies et de morts qui s'étendait sur plus d'une décennie. La véritable ampleur des crimes de Cullen a commencé à émerger au fur et à mesure que les enquêteurs s'enfonçaient dans ses méandres. Il a avoué 30 à 40 meurtres, mais le nombre réel serait bien plus élevé, ce qui ferait de lui le tueur en série le plus prolifique de l'histoire des États-Unis. Les motivations de Cullen pour ces meurtres sont complexes. Il prétendait vouloir épargner des souffrances aux patients et éviter qu'ils ne soient déshumanisés par le personnel de l'hôpital. Aujourd'hui, Cullen est toujours incarcéré et purge 11 peines de prison à vie consécutives à la prison d'État du New Jersey, à Trenton, dans le New Jersey. Son nom est un rappel glaçant de la noirceur qui peut se cacher dans des individus apparemment ordinaires et de l'importance de rester vigilant face à ceux qui veulent faire du mal. Gary Ridgway. Gary Leon Ridgway est né le 18 février 1949 à Salt Lake City, dans l'Utah. Il grandit dans ce qui deviendra plus tard SeaTac, dans l'État de Washington. La vie familiale de Ridgway semble ordinaire en apparence, mais sous la façade, les ténèbres se cachent. Son père travaille comme chauffeur de bus et sa mère comme vendeuse. Cependant, c'est à l'intérieur de sa maison que les expériences troublantes de Ridgway ont commencé. Ridgway a par la suite affirmé que sa mère avait eu un comportement inapproprié à son égard. Il a affirmé qu'après avoir mouillé son lit, une habitude qui a persisté jusqu'au début de son adolescence, sa mère lui lavait les parties génitales. On pense que ces expériences ont joué un rôle important dans la formation de sa vision perturbée de la sexualité et de la violence. À l'adolescence, les fantasmes de Ridgway prennent une tournure sombre. Il commence à nourrir l'idée de tuer sa propre mère, reflet d'une colère et d'un ressentiment profondément ancrés en lui. Au milieu des années 1960, ces tendances violentes se sont intensifiées lorsque Ridgway a poignardé un jeune garçon. Cet acte d'agression est un précurseur effrayant des horreurs qu'il va commettre dans les années à venir. On pense que la folie meurtrière de Ridgway a commencé peu après son arrestation en 1980 pour avoir prétendument étouffé une prostituée. Aucune charge n'a été retenue contre lui, car il a prétendu que la femme l'avait mordu. 2 ans plus tard, en 1982, la disparition d'une jeune fille de 16 ans marque le début d'un règne de terreur qui va s'abattre sur Washington pendant des années. Cette jeune fille, qui avait quitté son foyer d'accueil,
allait devenir la première victime connue de Ridgway. Le modus operandi de Ridgway était d'une cohérence à faire froid dans le dos. Il ciblait des femmes vulnérables, principalement des prostituées et des fugueuses, dont il pensait qu'elles seraient moins susceptibles d'être portées disparues. Sa méthode de prédilection était la strangulation, un acte froid et calculé qui lui permettait d'exercer un contrôle sur ses victimes. Après leur avoir ôté la vie, il se débarrassait sans ménagement de leur corps dans des zones boisées du comté de King, dans l'État de Washington. En 1987, les forces de l'ordre ont obtenu un mandat de perquisition pour le domicile et le lieu de travail de Ridgway. Ils ont méticuleusement passé au peigne fin ses affaires, à la recherche de tout élément susceptible de le relier au meurtre. Malgré leurs efforts, aucun des objets retrouvés, y compris des fibres de tapis et des cordes, n'a pu être définitivement relié aux victimes. Les enquêteurs n'ont cependant pas abandonné. Ce n'est qu'en 2001, avec l'avènement de tests ADN plus sophistiqués, qu'une percée a finalement eu lieu. Une correspondance a été établie liant définitivement Ridgway aux crimes qui ont hanté Washington pendant des décennies. Cette même année, Ridgway a été arrêté et la vérité sur le tueur de la Rivière Verte a enfin été révélée. Après son arrestation en 2001, Gary Ridgway a d'abord clamé son innocence. Cependant, confronté à des preuves accablantes, il a fini par avouer les crimes odieux qui ont frappé Washington pendant des décennies. Il a affirmé avoir tué jusqu'à 61 femmes, bien que le nombre exact ne soit jamais connu. En 2003, Ridgway a accepté un accord de plaidoyer dans lequel il a plaidé coupable de 48 chefs d'accusation de meurtre. Dans le cadre de cet accord, il a été condamné à 48 peines de prison à vie consécutives sans possibilité de libération conditionnelle. Ridgway a ainsi été assuré de passer le reste de sa vie derrière les barreaux et de ne plus jamais être en liberté. Il est actuellement incarcéré au pénitencier de l'État de Washington, à Walla Walla, dans l'État de Washington. Rosemary West. Le voyage de Rosemary West dans les ténèbres a commencé par une enfance difficile et tumultueuse. Née sous le nom de Rosemary Pauline Letts le 29 novembre 1953 dans le Devon, en Angleterre, elle est la 5e des 7 enfants d'une famille pauvre. Ses parents, atteints de maladies mentales, luttent pour offrir à leurs enfants un environnement stable et épanouissant. Alors qu'elle était adolescente, elle a rencontré un homme qui allait changer à jamais le cours de sa vie, Fred West. Rosemary a croisé Fred pour la première fois à un arrêt de bus alors qu'elle n'avait que 15 ans. D'abord repoussée par son apparence, elle se retrouve bientôt flattée par son attention et intriguée par son allure mystérieuse. Malgré les fortes objections de son père à leur relation, Rosemary est déterminée à poursuivre sa relation avec Fred. Leur relation s'approfondissant, Rosemary et Fred emménagent ensemble et elle devient la nounou des enfants de Fred, issue d'un précédent mariage. Leur lien s'est renforcé et ils se sont finalement mariés à Gloucester en janvier 1972. Leur union marque le début d'un partenariat qui deviendra l'un des plus horribles et des plus notoires dans les annales du crime britannique. En juin de la même année, Rosemary a donné naissance à leur deuxième fille, May. À cette époque, Rosemary avait déjà commencé à se prostituer pour gagner de l'argent, tandis que Fred se livrait à des actes de bondage et à des rencontres sexuelles violentes avec des mineurs. Leur maison du 25 Cromwell Street va bientôt devenir une chambre des horreurs où leurs désirs les plus sombres vont se déchaîner. Tragiquement, les abus et la violence ont dépassé les limites de leur propre relation. La propre fille de Rosemary, Anne-Marie, a été victime des actes sadiques de son père. À la fin de l'année 1972, ils ont engagé une nounou de 17 ans, Caroline Owens, qui est également devenue leur victime. Au fil des ans, les Wests ont continué à faire régner la terreur en s'attaquant à des jeunes femmes et des jeunes filles vulnérables. Chaque victime a subi des agressions sexuelles brutales avant d'être assassinée, démembrée et enterrée dans la cave de leur maison. Le règne de la terreur, orchestré par Rosemary et Fred West, finit par s'effondrer. Une perquisition au 25 Cromwell Street a permis de découvrir l'horrible vérité cachée dans ces murs. Au cours de l'enquête, la police a découvert des restes humains et des traces de torture dans toute la propriété. Lors de son procès, Rosemary a nié avec véhémence toute implication dans les meurtres, affirmant que son mari avait agi seul. Cependant, les révélations les plus effrayantes sont venues de Fred lui-même. Il a confié à son adulte approprié que Rosemary avait non seulement assassiné Shirley Robinson, mais qu'elle avait également participé à son démembrement. Fred a également révélé que Rosemary était responsable du meurtre de leur propre fille, Heather. Les aveux choquants de Fred ont mis en lumière la véritable nature de l'implication de Rosemary dans les crimes. Il est apparu clairement qu'elle n'était pas seulement complice, mais qu'elle participait activement aux actes sadiques qui avaient terrorisé leurs victimes. En janvier 1995, Fred West s'est tragiquement suicidé alors qu'il attendait son procès. Son suicide a fait de Rosemary la seule accusée dans cette affaire. Le 3 octobre 1995, Rosemary West a été jugée pour ses crimes. Le jury l'a déclarée coupable à l'unanimité de 10 chefs d'accusation distincts, dont le meurtre de Charmaine West, sa belle-fille.
Rosemary a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Elle est actuellement incarcérée à la prison HM de Newhall, dans le West Yorkshire. Joseph James DeAngelo Jr. Avant que Joseph James DeAngelo Jr. ne devienne le célèbre tueur de l'État de Golden, sa vie a suivi un chemin apparemment ordinaire. Né le 8 novembre 1945 à Bath, dans l'État de New York, DeAngelo a grandi dans une famille de la classe moyenne. Personne ne se doutait que ce garçon apparemment banal commettrait des crimes odieux qui hantaient la Californie pendant des décennies. Il a rejoint le service de police d'Exeter, dans la vallée centrale de la Californie, où il a travaillé en tant qu'officier de police de 1973 à 1976. C'est au cours de cette période qu'il a gagné la confiance de la communauté, tout en cachant un sombre secret. En dehors de sa vie professionnelle, DeAngelo semblait être un membre ordinaire de la communauté. Il a travaillé comme mécanicien de camion avant de prendre sa retraite en 2017, un travail qui lui a permis de se fondre dans la masse avec ses voisins. Mais derrière les portes closes, l'obscurité le consumait. Les crimes commis par Joseph James DeAngelo Jr., connu sous le nom de Golden State Killer, sont tout simplement horribles. Du milieu des années 1970 au milieu des années 1980, il a fait régner la terreur dans plusieurs régions de Californie, laissant dans son sillage une traînée de dévastation. Le mode opératoire de DeAngelo était froidement calculé. Il traquait les quartiers la nuit, planifiant méticuleusement ses attaques. Ses victimes étaient des femmes seules chez elles, ne se doutant pas des horreurs qui les attendaient. Armé d'une arme de poing, DeAngelo s'introduisait dans les maisons de ses victimes, souvent par des fenêtres ou des portes non verrouillées. Il les confrontait ensuite, les menaçant de violence et leur faisant peur. Les forces de l'ordre ont travaillé sans relâche pour relier les deux affaires et identifier l'auteur. Mais pendant des années, le Golden State Killer est resté insaisissable. L'affaire est devenue l'un des mystères non résolus les plus célèbres de l'histoire américaine. Cependant, les progrès de la technologie de l'ADN et l'utilisation de la généalogie génétique médico-légale ont finalement permis de faire une percée. En 2018, Joseph James DeAngelo Jr. a été identifié et arrêté, mettant ainsi fin à des décennies de recherche du Golden State Killer. En 2020, DeAngelo a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation pour meurtre et enlèvement. Ce plaidoyer lui a évité la peine de mort et lui a permis de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Il est actuellement incarcéré à la prison d'État de Californie, à Corcoran. Wayne Williams. Wayne Bertram Williams, né le 27 mai 1958 à Atlanta, en Géorgie, a reçu une éducation apparemment ordinaire. Il est le fils de Homer et Faye Williams, tous deux enseignants. Wayne a grandi dans le quartier de Dixie Hills, au sud-ouest d'Atlanta, où il a fréquenté le lycée Douglas. C'est au cours de ses études secondaires que Wayne a développé un vif intérêt pour la radio et le journalisme. Poussé par sa passion pour la radio, Wayne est passé à l'étape suivante. Il a construit sa propre station de radio à courant porteur, un système de diffusion à petite échelle qui lui permettait de transmettre des signaux dans un rayon limité. Cette entreprise a permis à Wayne de s'immerger dans le monde de la radio et d'acquérir une expérience pratique dans ce domaine. Cependant, au milieu de sa carrière naissante, la vie de Wayne prend un tournant sombre. En 1981, il est soupçonné d'une série de meurtres qui ont frappé la ville d'Atlanta, en Géorgie. L'enquête sur les meurtres d'Atlanta commence le matin du 22 mai 1981, lorsqu'une équipe de police chargée de surveiller le pont James Jackson Parkway entend une forte éclaboussure provenant de la rivière Chattahoochee en contrebas. C'est sur ce pont que plusieurs corps avaient été découverts auparavant. Par coïncidence, Wayne a été la première personne à quitter le pont après l'éclatement, vers 2h50. Interrogé par la police, Wayne a prétendu qu'il était en route pour vérifier une adresse dans une ville voisine pour une audition avec une jeune chanteuse nommée Cheryl Johnson. Cependant, le numéro de téléphone qu'il a fourni et Cheryl Johnson se sont avérés fictifs. 2 jours plus tard, le corps de Nathaniel Cater, 27 ans, disparu depuis 4 jours, est retrouvé dans la rivière. Il avait été vu pour la dernière fois en compagnie de Wayne Williams. Bien que le médecin légiste ait conclu que Cater était mort d'une probable asphyxie, la cause du décès n'a jamais été spécifiquement déterminée comme étant la strangulation. La police soupçonne Wayne d'avoir tué Cater et pense que le grand bruit qu'elle a entendu est celui de son corps jeté dans la rivière. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, le comportement et les actions de Wayne ont éveillé de nouveaux soupçons. Il a échoué à 3 tests polygraphiques et les cheveux et les fibres trouvés sur le corps d'une autre victime, Jimmy Ray Payne, correspondaient à ceux de la maison, de la voiture et du chien de Wayne. Des collègues de travail ont également déclaré avoir vu des éraflures sur le visage et les bras de Wayne à l'époque des meurtres, ce qui laisse supposer qu'il a pu se battre avec les victimes. Bien qu'interrogé par la police pendant 12 heures les 3 et 4 juin au siège du FBI, Wayne a été relâché sans arrestation ni inculpation. Il reste toutefois sous surveillance en tant que principal suspect dans les meurtres d'Atlanta. Les autorités sont déterminées à rassembler suffisamment de preuves pour le traduire en justice. Wayne était loin de se douter que sa vie allait prendre un tournant dramatique.
Le 21 juin 1981, il est arrêté pour les meurtres de Nathaniel Cater et Jimmy Ray Payne. Le procès s'ouvre le 6 janvier 1982 dans le comté de Fulton, et il s'agit d'un moment décisif dans la vie de Wayne. Pendant les 2 mois qu'a duré le procès, les procureurs ont présenté un dossier convaincant contre Wayne. Ils ont établi une correspondance entre 19 sources de fibres provenant du domicile et de la voiture de Wayne et diverses victimes, notamment son couvre-lit, sa salle de bain, ses gants, ses vêtements, ses tapis et même son chien. De manière surprenante, Wayne a pris la parole pour assurer sa propre défense. Cependant, son comportement combatif et colérique a aliéné le jury, ce qui a finalement joué en sa défaveur. Après 12 heures de délibération, le jury a déclaré Wayne coupable, le 27 février, des meurtres de Nathaniel Cater et de Jimmy Ray Payne. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Williams est toujours incarcéré à la prison d'État de Telfair, où il purge ses 2 peines de prison à vie. Tout au long de ces 40 années d'incarcération, Williams a clamé son innocence, proclamant qu'il avait été condamné à tort. Russell Williams. Tout a commencé par une enfance apparemment ordinaire. Russell Williams naît en Angleterre, puis s'installe au Canada avec sa famille. Son père travaillait comme scientifique dans un centre de recherche sur l'énergie nucléaire, offrant une éducation stable au jeune Russell. Cependant, sous la surface, quelque chose de sinistre se préparait. Après le divorce de ses parents, Williams fréquente le prestigieux pensionnat Upper Canada College. Il excelle dans les études et obtient un diplôme de l'université de Toronto-Scarborough. En 1987, il s'engage dans l'armée, entamant ce qui allait devenir une carrière prometteuse. Williams passe du temps dans diverses bases militaires, notamment à Portage-la-Prairie, au Manitoba, et à Shearwater, en Nouvelle-Écosse. Son dévouement et son talent ne passent pas inaperçus, et il est finalement affecté à Ottawa. C'est à cette époque que les sombres désirs de Williams commencent à se manifester. En 2008, les activités criminelles de Williams ont pris une tournure inquiétante. Il a commencé à s'introduire dans les maisons, ciblant les sous-vêtements pour femmes et jeunes filles. Son obsession a grandi au point qu'il a volé un nombre impressionnant de 186 vêtements en une seule fois. Mais il ne s'est pas arrêté là. Williams se prenait également en photo dans ses maisons, portant les sous-vêtements volés. La vérité choquante est apparue lorsque ces photos ont été découvertes sur l'ordinateur qu'il partageait avec sa femme. Alors que Williams se livrait à ses activités criminelles, sa carrière militaire était florissante. En juillet 2009, il a prêté serment en tant que commandant d'escadre de la BFC Trenton, la base aérienne militaire la plus grande et la plus importante du Canada. Il s'agissait d'un poste de grande responsabilité et de confiance, mais personne ne se doutait de la noirceur qui le guettait. 2 mois seulement après son entrée en fonction en tant que commandant d'escadre, Williams a commis sa première agression sexuelle. Il a bandé les yeux d'une jeune mère terrifiée et l'a prise en photo alors que son bébé dormait à proximité. La violation de sa vie privée et le traumatisme qu'elle a subi n'étaient que le début du règne de terreur de Williams. Il a également assassiné le caporal Marie-France Comeau, une technicienne de la circulation militaire de 37 ans basée à la BFC Trenton. L'agression suivante s'est déroulée encore plus près de chez lui. Williams a pris pour cible une femme qui vivait à quelques pas de chez lui. En public, il a joué le rôle du voisin inquiet, prétendant que sa femme avait été effrayée par l'attaque. Les soupçons se sont portés sur une voisine qui a été ostracisée par la communauté, jusqu'à ce que la vérité choquante sur Williams soit révélée. En février 2010, Williams a été arrêté et soumis à un interrogatoire éprouvant de 10 heures, qui a ensuite été diffusé lors de son procès. Au cours de cet interrogatoire intense, il a avoué ses crimes odieux, notamment l'agression sexuelle et le meurtre de Jessica Lloyd et du caporal Marie-France Comeau. Les détails choquants de ces actes ont laissé la nation incrédule. Outre les 2 chefs d'accusation de meurtre, Williams était accusé d'agression sexuelle, d'entrée par effraction et de séquestration. Les preuves contre lui étant accablantes, il n'a eu d'autre choix que de plaider coupable pour près de 90 chefs d'accusation. Le tribunal a prononcé 2 peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour les meurtres, ainsi que de multiples peines supplémentaires pour les autres crimes qu'il a commis. Williams est actuellement incarcéré à l'établissement de haute sécurité de Port-Cartier, au Québec, ce qui lui assure de passer le reste de ses jours derrière les barreaux. Ces tueurs en série qui croupissent en prison nous rappellent que la justice peut prévaloir, même face à des ténèbres inimaginables. Pour d'autres vidéos fascinantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends.